Salut à tous, bienvenue pour le 14e podcast avec Chris. Salut Chris. Le chiffre 14 qui est mon chiffre porte-bonheur. Ah bah j'espère que ce sera le meilleur podcast là. On parle de quoi aujourd'hui, chef? Alors, on va faire un podcast spécial sèche parce que j'ai 2 ou 3 questions sur la sèche. Donc, on va essayer de faire un petit spécial sèche aujourd'hui. Et puis voilà. Impeccable, allons-y. Allons-y pour la Ok. sèche. Alors, est-ce une stratégie fructueuse de se gaver de crudités, carottes, concombres, radis, etc. au commencement des repas pour ne pas craquer, notamment pour les repas faibles en glucides? Alors, le mot gaver ne devrait jamais exister pour personne et pour rien du tout. Mais que pour rien, pour l'eau, pour les légumes, ça ne devrait pas exister. Donc, absolument que non. Absolument que non. Je, déjà, il faut voir si c'est nécessaire d'être faible en glucides. Le plus intelligent, ce serait de manger une portion normale de crudité et de consommer des glucides. Ce sera plus efficace pour ta sèche et ton régime. Après, si tu commences à être vraiment sec, vraiment poussé dans le régime longtemps dans le temps, bien sûr que tu vas être obligé de les réduire. Mais voilà, donc se gaver, non. Les manger en premier pour pas pouvoir craquer après, pourquoi pas. Mais au final, si ton repas est prêt, tes quantités sont prêtes, ça changera strictement rien sur la fin. Que tu manges tes crudités à midi ou à midi 05 après ta viande et ton riz ou tes pommes de terre ou bref. Voilà, donc je dirais non. Si psychologiquement ça te convient mieux de manger les crudités en premier, fais-le, pas de problème. Par contre, se gaver, non. Pour moi, en régime, en diète, en sèche, quand tu veux vraiment des résultats et être sec, absolument tout doit être quantifié. Voilà. Il ne doit pas y avoir de hasard et de légumes à volonté ou quoi. On l'a eu fait, je l'ai eu fait, et c'est une mauvaise idée. Je me retrouvais avec des clients qui mangeaient des 1 kg, 1,5 kg de légumes par jour. L'estomac, ils ont l'estomac comme ça, la diarrhée, voilà, et ça devient n'importe quoi. Et puis au final, ils perdent même plus parce que voilà, ça va pas. Ils ont l'habitude de se gaver. Donc dès que tu leur dis reprendre des quantités normales de légumes, bah, ils ont faim parce qu'ils sont habitués à se remplir. Donc voilà, donc c'est pas une bonne idée selon moi. À Ouais, toi. excellent, excellent ce que tu as dit. Ouais, c'est vrai que moi, je l'ai fait aussi à me gaver, à manger 1 ou 2 kilos de légumes par jour en fin de prépa. C'était aussi un enfer à la fin. Et moi, il y avait plus rien qui me calait. Donc après, c'est que dans mes diètes à l'ancienne époque, en fait, on coupait trop les glucides et au final, ça devenait du n'importe quoi à la fin. Alors, il y a 2 choses à distinguer. Tu as aussi les personnes qui font des régimes juste pour perdre du poids et puis les compétiteurs. Alors, pour les personnes qui perdent du poids, on va dire juste pour la forme, si vraiment vous avez des crises de boulimie, de faim, tout ça, c'est peut-être temps de stabiliser votre poids et de faire une petite pause en fait. Parce que ça veut dire que de toute façon, là, vous avez droit dans le mur parce que une fois le régime arrêté, de toute façon, vous allez regrossir comme des cochons parce que la frustration aura été telle que puis votre système homéostasie sera tellement déréglé, de toute façon, il va tout faire pour reprendre votre poids. Donc, si vraiment vous arrivez à un point où vous devez justement vous gaver de légumes pour essayer de calmer votre faim, c'est qu'il est temps, à mon avis, de faire un petit break, de remonter au métabolisme de maintien. Vous allez stabiliser votre poids, rester un petit moment que le temps se calme et vous dire à votre corps, OK, gars, tout va bien, calme-toi, reprends tes hormones et tout ça, régule la leptine et tout ça, et puis ensuite tu reprendras ton régime. Euh, parce qu'en effet, c'est pas bon signe. Ensuite, pour les compétiteurs, évidemment, généralement, on a une date, on a une échéance, et c'est pas toujours facile de pouvoir faire des phases de plateau comme ça. Et là, c'est vrai que, bon, je pense qu'il faut, comme tu l'as expliqué, hein, bien restructurer sa diète, voir si on n'est pas trop bas en glucides, voir si on n'est pas trop haut en protéines et en lipides, parce que souvent, c'est ce qui se passe. Et au final, on crève la dalle, quoi. On crève la dalle, et puis ça devient de plus en plus dur, et puis on craque, et puis on essaie de trouver des compensations en bouffant des tonnes et des tonnes de légumes. Et au final, comme tu dis, on a l'estomac explosé. Enfin bref, c'est pas génial non plus. Donc, il faudrait peut-être revoir toute la structure de la diète. Je sais que ça se fait encore beaucoup, mais je vous le dis franchement, en 2019, on peut avoir d'autres méthodologies pour que ce soit plus simple, plus facile et plus protecteur pour votre métabolisme et votre santé. Exactement. Question suivante. Ouais, alors question On va mettre les suivante. questions.
justement, comment gérer la boulimie post-compétition ou post-régime strict? Ah. Ça, c'est super intéressant. Ouais, c'est super intéressant parce que en plus c'est tellement compliqué. C'est, faut dire ce qui est. Déjà, on vous annonce 90% des personnes qui suivent un régime strict ou une compétition ont des crises de boulimie après une compétition ou après un régime strict ou hypocalorique. 90%. Voilà, c'est plus ou moins tabou, on évite d'en parler, mais voilà, une fois qu'on a eu le résultat, généralement, on nique tout dans la semaine ou les 2 semaines qui suivent. Pourquoi? Parce qu'on a des crises de boulimie. Voilà, donc ça, c'est un sujet qui est super intéressant parce que ça touche quasiment tout le monde. Et en plus, j'aimerais dire que peu importe qu'on ait gagné ou pas. Parce que Oui, moi, clairement. autant les athlètes qui ont gagné, même les toutes catégories, font ça que ceux qui font dernier, par exemple. C'est pour tout le monde. Donc, c'est même pas une question de frustration d'avoir gagné ou perdu, quoi. Euh, Clairement. alors, je dirais que vraiment, c'est vraiment délicat comme question et la réponse, autant je pourrais faire une réponse de 3 heures, tellement il y a de paramètres et tellement c'est individuel en plus, en fonction du vécu de chacun, selon si on a déjà eu des troubles du comportement alimentaire, selon son rapport tout simplement avec la nourriture, selon la période de vie dans laquelle on est. Par exemple, moi, donc sans citer de nom, hein, mais ils se reconnaîtront, j'ai eu des athlètes qui, en même temps que la fin de sèche, par exemple, bah, leur femme leur annonce je divorce ou ils se séparent, ou voilà, toutes les périodes actuelles. Donc, ce qui fait que, en fait, pendant la préparation, parfois, tu accumules tout un tas de choses, d'événements dans ta vie auxquels, sur le coup, tu fais abstraction parce que tu es concentré, focus à 200% sur ta compétition donc, ou sur ta sèche. Et donc, ton objectif, en fait, prend le dessus sur tout le reste et tu arrives à faire abstraction de tout ce qui est autour. Et quand le régime, l'objectif, quand c'est fini, en fait, tu te reprends tout dans la face. Et c'est ça le plus dur. En fait, le plus dur, c'est pour ça que peu importe qu'on ait gagné ou perdu, c'est que le plus dur, c'est que quand l'objectif est passé, eh ben, on n'a plus rien. On a l'impression d'avoir plus rien. Et on se retrouve sans but, entre guillemets, et c'est là où on perd pied et où tout ce qu'on a mis de côté, ce qu'on a réussi à mettre de côté parce qu'on est déterminé, on est focus, et bah, te revient dans la face, en fait. Et là, bah, tu t'es perdu, tu es complètement perdu, tu te sens mal, et puis tu cherches un moyen de compenser, de te soulager soit de cette souffrance, soit de cette absence, ce manque. Et bah, premier réflexe de l'homme avec un grand H, c'est que tu fonces sur la bouffe. Voilà, c'est tout. Et ça, je crois qu'on est tous pareils et qu'on soit un homme, une femme, un homme d'affaires ou un simple employé, enfin, peu importe, que tu sois bac+10 ou CAP, je sais pas quoi, il n'y a pas de différence sur ça. Vraiment, on va tous aller sur ça et très, très rares sont ceux qui effectivement vont arriver post-compétition à tout de suite retrouver un rythme de vie, un mode de vie sain, à ne pas se jeter, craquer sur la nourriture parce qu'il faut arriver à passer tout de suite à autre chose et à penser à un autre objectif. Et puis voilà, c'est vraiment, tu vois, même à répondre, j'ai du mal à répondre précisément parce que moi-même, et je pense toi aussi, hein, tu vas le dire, mais moi-même qui ai vu ça à plusieurs reprises, et ben, quand je l'ai vécu, j'ai pas su vraiment, tu vois, quoi faire. Et moi-même, je suis tombé là-dedans, hein, carrément. Donc voilà, c'est vraiment difficile de donner une méthode parce que, comme on l'a dit dans le dernier podcast, comme tu l'as très bien dit, il y a toujours la théorie et la pratique. Et là, la théorie, elle vaut, une fois que tu arrives dedans, en fait, ta théorie, elle vaut plus rien. C'est vraiment du Oui, cas c'est par vrai. cas. C'est vrai. Et Voilà. ça tu as soulevé un point qui est super important. C'est que souvent, quand on atteint cet objectif, si on n'a pas prévu un autre objectif derrière ou une autre raison ou un autre truc, généralement, c'est le burn-out déjà. C'est souvent que tu as beaucoup d'athlètes qui sont un petit peu en dépression après une compète. Voilà, parce que pendant plusieurs mois, ils étaient focus que sur ce truc-là, que sur la truc. Et une fois que c'est fini, ils n'ont plus d'objectif, ils n'ont plus rien, ils sont totalement perdus. Et ça, c'est vrai que c'est un point qui est super important. D'ailleurs, je vais vous raconter une histoire au niveau de la NASA. Vous savez que tous les gars vous savez, les premiers gars qui ont été sur la Lune, tous ceux qui sont revenus, ils ont tous fait un burn-out après. Pourquoi? Parce que pendant des années, ils ont mis un focus sur le fait d'aller sur la Lune.
Et je peux vous dire qu'une fois qu'on a été sur la Lune, quand vous revenez sur Terre, qu'est-ce que vous voulez faire de plus dans votre vie? Vous Ouais, avez c'est été clair. sur la Lune. Et ben, les mecs, ils sont tapés tous un burn-out parce qu'ils n'ont pas anticipé l'après-Lune, ou nous, l'après-régime ou l'après-compète. Et les mecs, ils sont tombés littéralement en dépression. Et nous, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a atteint cet objectif, si on n'a pas prévu un autre objectif, c'est sûr qu'on va avoir une période un peu de burn-out où on n'est pas bien, on ne sait pas trop quoi faire, et puis forcément, quand on ne sait pas quoi faire, on bouffe. Donc c'est vrai, ça c'est un point qui était super important à souligner, et on n'y pense pas toujours. C'est pour ça que quand on entame un régime, il faut penser aussi à l'après-régime ou à l'après-compète. Qu'est-ce qu'on va faire après? Voilà. Alors souvent, on a tous des bonnes résolutions. Non, mais moi après, je vais gérer, t'inquiète, ça c'est foutage de gueule, ça ne marche pas. Comme tu dis, la théorie et la pratique. Moi, je me rappelle de ma propre expérience. Un mois avant la compète, je savais que bon, c'était bientôt fini, donc je vais pouvoir remanger. Alors, je commence à faire mes programmes nutritionnels d'après-compète. Jamais je les ai suivis. Jamais. Ouais, c'est sûr. Ouais, mais c'est sûr. Fuck. Fuck. Alors, déjà, on l'avait déjà expliqué dans notre podcast. Moi, je vous conseille tout le temps, c'est de remonter de suite à votre métabolisme de maintien. Voilà. N'essayez pas de remonter progressivement, vous n'allez pas y arriver, ou alors c'est extrêmement rare. Je vous dis tout de suite, vous remangez, n'ayez pas peur. Évidemment, privilégiez plutôt des aliments sains, même si je sais que vous allez le fameux triangle d'or, graisse, sucre, sel mélangé. C'est pour ça qu'on kiffe la pizza après la compète. Pourquoi? Parce que notre cerveau, à partir de là, va péter un câble et va manger plus parce qu'il en a besoin. Alors après, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je pense quand même qu'il est important de se laisser quand même quelques jours, voire une semaine. Tu manges ce Complètement. que tu veux ou tu manges ce que tu veux quand même là. C'est le seul Complètement. moment où je dirais ça, quoi. C'est vrai. Mais attention entre mettre la main et mettre le bras, quoi. Parce que Ouais, c'est ce qui voilà, c'est ça. c'est que, Ouais, voilà. ouais. On a des bonnes résolutions. On dit, allez, la compète est finie. Je me dis, le dimanche, je me lâche. Et puis le lundi, je reprends ma diète. Je coupe mes glucides. Le truc à pas faire. Ah, mais, ouais, non, non, mais non. Alors là, c'est le truc. Vous allez tenir 2-3 jours. Et derrière, vous allez enchaîner boulimie sur boulimie. Ah Donc ouais, ça, c'est ouais. le truc à pas faire. Ah Donc, non. OK, vous avez fait votre compète. Vous fêtez votre compète, vous bouffez, vous prenez le dimanche, vous bouffez, et le lundi, métabolisme de maintien. Vous ne coupez pas vos glucides. Vous vous mettez en métabolisme de maintien. C'est-à-dire que vous mangez suffisamment de calories et de glucides pour ne pas être dans la frustration. Parce que sinon, vous allez tenir 2-3 jours, vous allez répéter les plombs. Et après, c'est un cercle infernal. C'est-à-dire que vous allez tenir 2-3 jours, vous allez péter un plomb, boulimie, frustration. Allez, le lendemain, je repars en diète 2-3 jours, frustration, et vous faites boulimie, et puis vous n'en sortez pas, et puis ça peut durer des mois. Et moi, j'en connais des filles ou des mecs qui sont comme ça, ils ont repris 20 kilos, ils n'arrêtent pas à s'en sortir, ils font régime strict de 3 jours, boulimie, régime de 3 jours, ça c'est l'enfer. Donc, vous remontez à votre métabolisme de maintien, que vous prenez 2-3 kilos, c'est normal. Donc, no stress, no stress. Mm, mm. Très bien. Comment dégager la flotte? Bon, c'est posé un peu vulgairement, mais comment, on va dire, comment enlever la rétention d'eau? Ouais, Et adapter à alors, la sèche, c'est bien. ouais, alors ça c'est intéressant parce que, alors, tu parles pour un compétiteur, pour une personne lambda au quotidien. Alors là, c'est une femme qui a posé la question. Bon, c'était peut-être pour une personne lambda. Donc, je pense que c'est une personne lambda. Je peux aller voir son profil. Je pense pas que ce soit une compétitrice, mais Bon, de toute façon, on va répondre ouais, pour des personnes lambda. Alors, c'est vrai que la rétention d'eau, souvent, on fait presque l'opposé de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'on veut couper le sel, on veut boire beaucoup ou beaucoup trop au final. On est dans un mode de vie stressé, stressant. On coupe les glucides. On est à un régime hypocalorique et en fait, on a tous les facteurs pour pouvoir faire de la rétention d'eau au final. ouais. Moi, je ferai attention à pas trop réduire le sel parce que sinon, on va produire une autre hormone qui va compenser le manque de sel. Donc, moi, je dirais qu'il faut manger du sel normalement. Il ne faut pas le couper. Manger, bien sûr, beaucoup de fruits et légumes pour équilibrer avec le potassium. Attention à votre environnement et à votre stress parce que le stress fait monter le cortisol et le cortisol, c'est le meilleur moyen pour faire la rétention d'eau. Ça ne sert à rien non plus de boire des litres et des litres pour drainer, drainer, drainer. Et au final, à force de drainer, et ben, votre corps, il ne se passe plus rien, quoi. Donc, je ne sais pas si tu as des astuces toi aussi mais, par rapport à ça, mais enfin, vas-y, développe aussi. Bon, non, après, hors compétition, alors pour une femme, c'est plus délicat que pour un homme quand même, hein. Euh, Et puis, faut le tu as dire, le facteur aussi génétique très particulier chez certaines femmes aussi. Hein. voilà ça. Des problèmes de circulation sanguine et tout ça.
Voilà, il y a ça. Et puis, il y a le système hormonal. En période de règles, tu peux faire tout ce que tu veux, que la rétention d'eau, elle est normale. Voilà, ça, il faut bien le dire. Lorsque vous avez vos règles, vous aurez de la rétention d'eau, alors qu'elle est hyper variable d'une femme à l'autre, hein. J'ai vu des femmes, d'ailleurs, parfois, j'en ai pas cru mes yeux, j'ai vu des femmes prendre 8 kilos pendant leurs règles, tu vois. Alors là, c'est qu'il y a un gros problème à aller voir avec l'endocrinologue, parce que ça devient même dangereux pour la pression artérielle et tout ça, d'un coup, de faire autant de rétention d'eau. Mais il y en a le niveau de règles, si on peut dire, la réaction est totalement différente d'une femme à l'autre. Il y en a qui deviennent des ballons d'eau, puis il y en a, ça passe nickel. Et hormis sur l'humeur, elles sont peut-être plus chiantes. Tu vois même pas qu'elles ont leurs règles. Donc, c'est vraiment variable d'une à l'autre. J'en ai qui perdent du poids pendant les règles. Il y en a qui en prennent, tu vois, selon la perte de sang aussi que tu as. Enfin, voilà. Donc, déjà, il y a ce facteur règle qui fait que quand tu as tes règles, tu feras de la rétention d'eau. C'est comme ça, pas de stress. Ça va repartir. Si vraiment c'est trop important, il faut aller voir un endocrinologue. Il adapte le contrôle hormonal, la contraception, et puis ça ira. Après, en dehors, sinon, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est juste une question de faire attention à ce qu'on mange, d'hygiène de vie, d'avoir une hydratation normale, de ne pas couper le sel ni trop en consommer, d'avoir un équilibre. Et, euh, et aussi, je dirais, de ne pas être trop gras. Parce que quand tu es trop gras, euh, beaucoup de femmes pensent, là on parle des femmes en particulier, beaucoup de femmes pensent, oui, j'ai de la rétention d'eau, mais parfois c'est du gras, on en avait parlé la dernière fois. Donc attention, hein, quand on a 20, 15 kilos de trop, c'est plus la rétention de gras que la rétention d'eau qui doit vous inquiéter. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus. On le voit souvent sur les personnes qui sont assez sèches, elles font assez peu de rétention d'eau généralement. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais généralement, une personne qui est très sèche, elle fait beaucoup moins de rétention. Enfin, on a l'impression qu'elle fait beaucoup moins de rétention d'eau. C'est parce qu'il y a aussi beaucoup de gras. Voilà, ouais. Donc voilà, donc après, pour faire la différence entre sèche et eau, sèche et eau, rétention d'eau, pardon, et de gras. Bon, ça, on en a parlé la dernière fois, donc vous pouvez aller voir le podcast. Je sais plus combien c'était malheureusement, mais voilà, on en a parlé déjà. On a donné toute une méthodologie pour ça. Mais voilà, je pense pas qu'il y ait grand-chose de plus à dire sur ça. Ouais. T'as une autre question sur la sèche? Ouais, c'est souvent notre question par rapport aux fruits. Est-ce que les fruits sont conseillés en sèche ou pas? C'est vrai Ah, qu'il y a une grosse cause sur les fruits, notamment par rapport à la sèche. Donc, ça peut être intéressant d'en parler. ouais, bien sûr. Alors, bah, bien sûr que oui. Bien sûr que oui, les fruits sont toujours conseillés parce que c'est une excellente source de vitamines, de minéraux, comme on l'a dit précédemment, une excellente source pour s'hydrater. Et en plus, c'est une excellente source de glucides, de fibres. Enfin bref, il y a tout un tas de choses excellentes. Alors juste attention, on essaye de les prendre de qualité, pas blinder de pesticides. On enlève la peau pour les antinutriments. Et puis voilà, ensuite, c'est juste une question de contrôler. Ça contient des calories, ça contient des glucides, oui. Donc c'est juste une question, comme sur n'importe quel autre bon aliment, de contrôler ses quantités, c'est tout. Si vous contrôlez les quantités, que vous êtes en déficit calorique, il n'y a aucun problème, allez-y. Ouais. Non? Et même au contraire, parce qu'il ne faut pas oublier que les fruits, au niveau des glucides, c'est un mélange de fructose, glucose. Hein. Et en plus, les fruits, il ne faut pas oublier, c'est que c'est très riche aussi en potassium. On parle de la Oui, rétention d'eau. C'est aussi très, très riche en potassium. Et si vous voulez, tous ces éléments, en fait, permettent aussi une excellente assimilation des glucides. Voilà. Et je vous rappelle aussi que le fructose se transforme extrêmement mal en graisse chez l'être humain. Voilà, on avait fait c'est pour ça d'ailleurs que le fructose avait fait polémique pendant des années et qu'il fait toujours d'ailleurs. on Mais en avait parlé de ça, tu t'en rappelles? ouais, voilà. Et en fait, c'est la l'hyponèse de nouveau. J'ai toujours du mal à le dire ce truc. Et en fait, la conversion du fructose en graisse chez l'homme est de 2%, même pas 1 ou 2%, alors que sur le rat, vous avez fait les études, il était de 40%. C'est pour ça qu'on avait peur du fructose et de manger trop de fruits, que ça pouvait faire prendre du gras, mais en fait, chez l'être humain, pas du tout. Pas du tout. Donc, n'ayez pas peur des fruits. Au contraire, c'est bourré de vitamines, minéraux, des fibres, de potassium. Donc, c'est beaucoup plus intéressant même de manger, par exemple, des fruits que du riz. Que du riz qui finalement vous apporte absolument rien. Hmm. Pas de fibres, pas de minéraux. Enfin, ça se bat en duel.
Donc, c'est pas forcément hyper intéressant. Et je trouve que les fruits sont beaucoup plus même rassasiants, même ça paraît fou, mais on a des courbes, par exemple, de satiété où on a remarqué que la pomme et l'orange sont les fruits les plus sont les deux fruits les plus rassasiants qui existent. Ah ben, pour moi, la pomme à 2000%. Voilà. Je Bon, pense qu'il y alors, a un truc qui parler cale de la comme pomme. ta. Ouais, c'est un truc qui cale comme ta faim, c'est la pomme. Ouais. Et même l'orange, et ça m'a surpris parce que je me suis dit, l'orange, c'est que de la flotte. Et ben, l'orange aussi arrive juste derrière la pomme. Donc, pomme et orange au régime, c'est super parce que ça cale, ça a un effet de satiété qui est un peu Oui, plus élevé que le reste. puis c'est pas en termes de densité calorique, c'est pas élevé. Donc pour 100 Ouais, grammes, tu n'as que 20 grammes de glucides. Donc par rapport à du riz, effectivement, tu peux presque te manger 3 pommes. c'est ça. 3 pommes, tu es quand même en C'est général. calé. C'est Voilà. calé. Ouais. Mm, mm. Et en plus, ça t'apporte plein de bienfaits que vont même pas t'apporter le riz, quoi, par exemple. Ouais. Le Même riz Jean-Claude, étant l'aliment roi dans le fitness et le bodybuilding, et qui en fait est un glucide qui sert un peu à rien. Donc, dédicace à Jean-Claude Van Damme, manger des pommes. oui, c'est vrai. Mais sans la peau, hein. Sans la Sans peau la pour peau, enlever ouais. les antinutriments. Voilà. Antinutriments, et puis au niveau de digestibilité, vous allez voir que c'est pas du tout pareil que de manger 3 pommes avec une peau ou sans la peau. Vous allez voir que vos intestins vont, vont vous Ouais, ouais, c'est remercier pas la même chose. de Ouais, suite. on a le temps pour un dernier point? Ouais, vas-y. Alors, c'est pas une question, mais c'est une question à laquelle je réponds souvent en ce moment et que j'ai envie qu'on en profite, là, podcast spécial Ouais. sèche, c'est le cardio. Alors, Ah, voilà, on me demande souvent. Alors, la question typique que j'ai en ce moment, vraiment récurrente, c'est est-ce que faire 10-15 minutes de cardio à la fin de la séance, c'est bien ou avant la séance? Bon, à jeun, on a déjà répondu la dernière fois. On a déjà dit le cardio à jeun, non. De manière générale, on a dit le cardio, non. Mais bon, on peut prendre ce point peut-être. Est-ce que voilà, faire 10-15 minutes, juste 10-15 minutes de cardio avant, après la séance, qu'est-ce que tu en penses? alors c'est sûr que 10-15 minutes, je pense pas que ça va changer grand-chose. Maintenant, est-ce vraiment utile? La question qu'on peut se poser, c'est est-ce vraiment utile? Est-ce que ce serait peut-être pas plus préférable de garder ces 10-15 minutes pour faire une autre série ou un autre exercice de musculation qui au final sera peut-être plus bénéfique? En fait, c'est juste la réflexion que je me pose. Et avant de te laisser répondre, je vais juste vous faire réfléchir à quelque chose. Euh, Ça, c'est super intéressant. C'est encore Will qui avait fait cette réflexion-là et truc. On parle souvent des sports d'endurance comme l'hypertrail, le marathon, les triathlètes et tout ça. Ces personnes-là ont un cœur qui bat extrêmement lentement. Et on dit que d'un point de vue santé, plus le cœur bat lentement et plus cette personne est en bonne santé. Et bien, en fait, on se rend compte que ce n'est pas exactement le cas. Et dans un précédent podcast, je lui avais dit qu'il fallait prendre sa température, son pouls 20 minutes après un repas. Et si le pouls était au-delà de 70 pulsations par minute, c'était bon signe. Ça veut dire que la thyroïde était plutôt en bonne santé. Imaginez que ces personnes-là qui font des sports d'endurance à l'extrême, alors bien sûr on parle d'extrême, mais ça permet de réfléchir quand même, ont un pouls extrêmement bas qui descend en dessous de 50 à 40 pulsations par minute. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur métabolisme, leur organisme s'est adapté à s'économiser. Eh ben De ça quoi? c'est hyper bien que tu dis ça parce que moi, je l'ai vérifié personnellement, je vais te dire, et j'y pense maintenant et ça représente parfaitement ce que tu dis. Ouais. Lorsque j'avais exactement, j'étais en classe de troisième, j'avais 15 ans. Et lorsque j'étais au plus bas de mon anorexie et que la pédopsychiatre m'avait dit que j'allais me faire hospitaliser parce que si je mangeais pas, je risquais de mourir, hein. J'étais vraiment bas en poids. Je faisais 52 kilos pour 1,75 m, mais à 15 ans en pleine croissance, j'avais perdu plus de 20, 22, 23 kilos. Bref, et ben, je me rappelle elle me prend mon battement et j'étais à 42 pulsations. Et j'étais à 42 pulsations. Et à ce moment-là, effectivement, je faisais énormément de sport. Mais dire que j'étais en bonne santé à ce moment-là, ça aurait été dire n'importe quoi, puisque je viens de le dire, ma vie était en danger. Donc, c'est bien une preuve de ce que tu viens de dire, puisque je devais consommer 200-300 kilocalories par jour à ce moment-là, voire, tu vois. Donc, c'est une excellente Ouais, vérification pratique de ce que tu viens de dire. exactement. Et Pardon. en fait, voilà. En fait, il faut bien vous dire une chose, c'est que plus vous allez faire de cardio, plus vous allez faire de sport d'endurance, plus vous allez aller à l'extrême de ça, plus votre corps va s'adapter pour survivre. Parce que imaginez que si votre métabolisme est resté actif
avec une telle dépense calorique, franchement, vous finirez entre deux planches. Parce que votre corps, la dépense calorique serait telle que votre corps se consumerait de lui-même. Il ne peut pas faire ça. Donc, votre corps, il met quoi? Il se met en état de veille. Donc, il baisse son rythme cardiaque le plus bas possible pour être en état de veille. Parce que plus vous avez un rythme cardiaque élevé, plus en réalité, vous êtes actif, vous dépensez des calories et plus votre corps consomme comme une Ferrari, en fait. Et le but, c'est de savoir, est-ce que vous voulez être comme une Ferrari ou est-ce que vous voulez être comme 2 chevaux? Est-ce que vous voulez tourner au ralenti ou est-ce que vous voulez tourner comme une Ferrari à fond les balais? C'est ça la question qu'il faut vous poser. Et quand vous faites un régime, vous voulez être une Ferrari. Vous voulez avoir que votre corps ait le luxe de brûler plus de calories qu'il en a. C'est ça le luxe. C'est de pouvoir claquer son fric autant qu'on veut. Mais quand vous ne gagnez pas de fric, quand vous gagnez, vous êtes au RSA, vous êtes obligé de tout calculer, d'économiser pour pouvoir survivre. Votre corps, c'est pareil. C'est pour ça que l'excès de cardio va vous mettre aussi dans cet état de survie et d'économie. C'est pour ça qu'il faut faire attention à l'excès de cardio. Alors évidemment, si vous ne faites que 10 minutes, ce n'est pas ça qui va poser problème, on est d'accord. Mais c'est une piste de réflexion pour tous ceux qui sont fans du cardio, qui pensent que c'est indispensable. Soyez une Ferrari, ne soyez pas une 2 chevaux, même si j'adore les 2 chevaux. Tu devrais faire des t-shirts avec cette phrase. Ah ouais, ce serait pas mal, ouais. Soyez une Ferrari, ne soyez pas une 2 chevaux. Non, mais Ouais. franchement, tu vois, c'est excellent ce que tu viens de dire. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter sur ce que tu viens de dire parce que tu as bien démontré là, par cette explication-là, ce concept. Je pense que tu as hyper bien. L'exemple était excellent là, je pense. Voilà. Vraiment, Donc, parlant sur cardio. voilà, exactement. Donc voilà, écoute, on va se terminer sur, sur ce truc. Ça va bien marquer les gens. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'au prochain podcast, on sera bronzé, tout bronzé. Oui, voir un coup de soleil. Voir un coup de soleil, ouais. Voilà. Donc, Salut les gars. Bon, salut les gars et puis salut à vous. Ouais. Salut à tous et on se retrouve très vite pour vous la semaine prochaine. Yes. À plus, bye bye.